Moi, je te tiens dans la chambre, en gros, je te tiens dans les genoux, je te tiens dans les fesses, et je lui donne une chance de me rembourser, hein, parce que tu vois, si je le tue, je ne reverrai pas mes sous. T'es pas dans les films, c'est pas Ocean Eleven, ils ont pas tous la tête de Brad Pitt et de George Clooney, ils ont plutôt des gueules comme ça, puis ils vont t'égorger pour prendre ta part, hein, c'est plutôt ça l'histoire. Sous le canapé, là, il me sort un truc, c'est le plus gros fusil d'assaut au monde. Évidemment que tu pourrais te tenter. Tu pourrais te tenter, je veux dire, des mecs qui vendent de la coupe, j'en connais 50, des mecs qui ont des armes, des mecs qui font des escroqueries au carbone. Salut à tous, donc comme promis, on retrouve Jérôme Pierrat pour la suite de ses péripéties dans le monde des voyous. Dans cet épisode, il va nous raconter comment il a fait pour filmer des vendeurs d'armes dans les cités marseillaises. Et il va aussi nous emmener au Japon, où il est devenu le meilleur ami d'un chef yakuza, la redoutable mafia japonaise. Ça tourne avec Jérôme Pierrat. On parle que de ça, bam 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 bam. Nous on remplit des contrats. Le mec est pas correct dans les affaires, voilà. Et automatiquement, prochaine punition. C'est plus facile d'aller acheter du shit que d'aller acheter du pain. On met une chevrotine et c'est parti. Et ça fait des gros dégâts. C'est ou la mort ou la prison. Il y a des types qui sont là pour remplir des vrais contrats. Vous tuez, vous éliminez physiquement et définitivement. S'il faut charquer, moi j'avoue, je prends 60, 55, 60. On vivait comme des petits rois, quoi, voilà. On faisait la fête tous les soirs. Tu tues et tu récupères le business et c'est tout. Tu as réalisé un documentaire dans les quartiers nord de Marseille qui s'appelle Génération Kalash. On te voit avec un vendeur d'armes qui te sort un truc comme ça. C'est un mec qui revend tout, lui. Des bijoux, des armes, bon, une espèce de reseller, si tu veux, de fourgue, comme on disait dans le temps. Voilà. Donc je l'appelle à tout hasard. Je lui dis, moi, dans ce que tu as en stock aujourd'hui, t'aurais pas une petite guitare ou deux, un truc comme ça. J'en ai besoin pour agrémenter mon truc. Il se marre, il dit, je te rappelle, machin. 1 mois et demi se passe, je l'avais oublié, ce garçon. Il m'appelle, je sens au ton de sa voix qu'il est un peu guilleret, qu'il a une petite surprise. Il me dit, ouais, pointe-toi avec ton cadreur, encore le fameux Richard Monrobert, des spéciales dédicaces, Richard. Il m'appelle et il me dit, donc moi je m'attends à voir la classique Kalachnikov, maintenant, désormais, voilà. Et puis quand on se pointe, le voit qu'il est là, il trépigne un peu, genre tout content de sa séquence, tu vois, et voilà. Et le mec, il sous le canapé, là, il me sort un truc, c'est le plus gros fusil d'assaut au monde. Oh, regarde-moi ça. T'as vu ça? Ça, c'est du lourd, c'est du 308. Y a pas au-dessus. Les balles, elles sont là, regarde. Faut que tu voies ça. La Kalash, c'est de la rigolade après. Ça veut dire maintenant qu'on est passé dans un autre monde où c'est fini, là. Tous les délires Kalash, machin, si, les jeunes de quartier, Kalash. Nous, regarde ce qu'on a maintenant. Oh, j'adore le bruit, là. Celui-ci, de toute façon, c'est un fusil de tir d'élite allemand. Hein. C'est le top du top, hein. Je te le dis, hein. Rien que la jumelle, de toute façon, elle vaut 2000 €. Ah mais je m'attendais pas, je croyais qu'il allait me sortir une Kalash genre chromée, parce qu'il y avait un barjo, une fois il m'en avait sorti une qui était chromée comme ils font les Mexicains, alors mais c'était une connerie comme ça, il a dû faire personnaliser la sienne. Non, Kennedy m'a sorti un espèce de fusil à éléphant là, enfin même pas un truc, c'est un énorme, je sais plus comment ça s'appelait, un truc allemand, et un autre, et machin, etc. Alors c'est toujours des... Enfin bon voilà. Donc, et là, tu fais une blague d'ailleurs à ce moment. Ah, je me souvenais plus. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ah ouais, je ne savais plus, mais parce que, en plus, je les connais, les gens. Derrière sa cagoule, évidemment, je le connais. Donc, bon, je suis moins dans un truc de stress. Mais en revanche, la surprise, elle n'est pas feinte. Ouais, non. Elle était là, il m'avait fait un joli cadeau. Il y a une séquence avec des punisseurs. Ah ouais. Donc, c'est des gens qui sont payés pour tirer dans les jambes, c'est ça? Ouais, pas tuer. Non, ils veulent pas. C'est des gens, par exemple, il y en a un qui a pas payé. C'est pour les histoires de stupes. Ouais. Et généralement, ça se pratique beaucoup en région parisienne, un peu ailleurs, ce qu'ils appellent les jambisations. C'est un truc qui vient d'Italie. Les jambisations. Ouais, jambisations. Moi, je te tiens dans la chambre, en gros. Je te tiens dans les genoux, je te tiens dans les fesses, je te tiens dans... Voilà, voilà, je t'handicape, hein, parce que généralement, tu vas finir boiteux à vie, hein, si je te tire dans le genou. Voilà. Mais déjà, moi, je risque que 5 ans si je me fais arrêter, au lieu de prendre 30 piges pour assassinat. Voilà. Et puis, je lui donne une chance de me rembourser, hein, parce que tu vois, si je le tue, je ne reverrai pas mes sous. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et moi, je faisais un truc sur les tueurs à gages, les machins. J'ai des gens que j'appelle et je dis, voilà, je voulais filmer des Kalachnikov pour ce truc.
Et il m'a dit, ouais, bah, je connais des Albanais. Je lui ai dit, vous les achetez où, vous, les Kalachnikov? Il m'a dit, bah, c'est des Albanais qui nous vendent ça. Je vais les brancher, t'inquiète, machin. Le mec m'appelle. Il va il prend le téléphone de je sais pas qui, de Pierre-Paul Jacques, il m'appelle, il me dit, oh, salut mon ami, tiens, tu peux venir mardi, puis c'est tout, tu vois. Bon, je sais que c'est pour ça. Je pars avec Richard, on traverse la France, on va dans le sud, et là, on arrive, il est avec son poteau, il nous attend à la gare, et là, il te dit, bah non, en fait, les Albanais, ils sont pas là. Je pouvais pas te rappeler pour te dire l'Albanais, enfin, tu vois, ne vient. Bon, c'était trop tard. Il me dit, mais c'est quoi ton sujet? Parce que le mec savait même pas ce que je faisais, tu vois. Je lui dis, bah, je t'explique, c'est sur, et d'ailleurs, sur les règlements de compte, les types qui vont, flinguer des mecs. Et, je lui dis, je cherche aussi des mecs, qui font de la jambisation. Bah, il se regarde avec son pote, comme ça. Bah, il dit, on peut te le dire, on le fait. Je lui dis, mec, tu vas me raconter ça, t'as les outils, t'as les trucs, voilà. Bon, bah, ça, on l'a fait de manière impromptue. Il nous a déposé quelque part, ils ont été chercher leur truc, tu vois, on peut pas savoir où c'est caché, puis on a trouvé un endroit, ils se sont mis deux passe-montagne de skieurs, là, et puis on a fait notre petit truc, voilà. Nous, on s'en fout de ce qui se passe dans les quartiers. Tout ça ne regarde pas. Nous, ça veut dire que celui-là a baisé celui-là, nous, on s'en fout totalement. Nous, c'est simple, on règle des problèmes que d'autres personnes ne peuvent pas régler. C'est-à-dire, en clair, nous, on remplit des contrats. Le mec est pas correct dans les affaires, voilà. Et automatiquement, il reçoit une punition. J'appelle ça une punition, c'est peut-être ça un peu pour vous, mais la punition, pour nous, c'est ça, voilà. C'est une balle dans le cul, une balle dans le tibia. Ça veut dire que nous, on tire, toujours en bas de la ceinture, c'est une leçon. Et eux, ils t'ont invité dans leur famille? Oui, après, c'est des gens que je les connais bien, donc c'est horrible. Les gens ils vont se dire, le type est horrible, il ne fréquente que des sales mecs, etc. Mais non, parce que moi, je rends service à ces gens. Alors, on va le dire, je rends service. La PJ, c'est pas la peine de mettre tout de suite le gyrophare et venir à la maison, ça, je ne rends pas service dans ce sens-là. Je rends service dans la mesure de mes compétences. Je trouve des stages aux enfants, mais véridique, j'en ai encore un l'autre fois, un gros voyou. Il me dit, écoute, mon fils, il cherche des plans, des stages, tu peux me trouver ça. Voilà, donnant. Moi, je trouve des trucs honnêtes. Le stage, tant mieux, ça lui évitera de faire comme papa. Et tu vois, si je peux l'aider. Et voilà, et donc je fais souvent ça. Tu me disais que maintenant, c'est carrément eux qui t'appellent pour être filmé. Bah, les jeunes, parce que les jeunes, ils ont un truc où... les vieux, ils appellent pas. Bon, il y en a qui sont contents, tu vois, etc., de raconter, parce que quand t'as eu une vie, un peu extraordinaire... Ça fait, je suis désolé, je suis très vulgaire, t'entends, mais ça fait un peu chier de dormir dans ton canapé, que tes histoires, et les garder pour toi. J'ai le syndrome de l'agent secret, t'as comme envie de raconter que t'as eu une vie un peu folle, tu vois. Faire marrer tes potes. Dans ceux qui sont très habitués à l'image, parce que les autres, c'est plutôt vivons heureux, vivons cachés, hein, c'est un truc. Ceux qui sont très habitués à l'image, c'est les jeunes. Les jeunes, ils commencent déjà à se filmer maintenant, tu vois, en train de compter les bifetons et les machins. Bon, même à la com, ils savent faire, etc. Et ces réseaux sociaux et tout, c'est devenu une dinguerie, vraiment pour eux. Donc, moi, je me souviens, prendre un exemple concret, il y a 12-13 ans, je fais un truc pour Canal. Et on va dans les quartiers, on avait déjà des touches, on connaissait quand même des têtes de réseau, les mecs qui tenaient, bon, voilà, on était quand même bien enquillés, on n'était pas venus, comme ça. Et on pouvait pas tourner les 3/4 du temps. Le mec, il me dit, bah non, mec, je vais pas te faire tourner mon réseau. Après, je vais me prendre la cavalerie le lendemain. Ils vont reconnaître la tour. Ils vont se dire, c'est de la provoque. Les cons qui vendent de la drogue, ils vont pas à la télé, etc., etc. Et donc, c'était très compliqué. Les mecs le faisaient, entraient hors des pieds parce qu'on connaissait, Pierre-Paul Jacques et tout. Donc, ils acceptaient en disant, putain, vous allez me foutre dans la merde, les gars. Là, la dernière fois que j'y suis allé, j'arrive, moi, naïvement, pareil, tu vois. Alors, la cité, en plus, elle était chaude. C'est Bassins. C'est la fameuse cité de la DZ Mafia, là, dont on parle et tout. C'est un drive, ce qu'on appelle un drive. C'est-à-dire que tu es servi à la portière. Tu viens avec ta voiture, le mec qui te demande, il te sert à la portière, tu repars. Tiens, ma copine. Merci, ma soeur, hein, c'est bon. Allez, à la prochaine. Au revoir. T'as une espèce de défilé de bagnoles à 16h, de clients, toc, 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 hyper bien organisé. J'arrive là-dedans. Le big boss, il est incarcéré à l'époque. Il nous dit, bah, vous pouvez y aller, mon gérant va vous accueillir à l'entrée. C'est comme un supermarché, hein. Le gérant va t'accueillir. Oh, ça, va voir mon gérant. Donc, on est là, comme avec mon cadreur. Et on attend un peu naïvement, nous, tu vois. Et moi, j'ai encore dans l'idée d'il y a 10 ans où les mecs, c'est la galère, tu vois. Donc, le petit jeune, j'essaie d'aller vite. Le petit jeune, il vient. Et, je lui dis, bon, écoute, t'as pas une cave, tu me trouves un de tes mecs, toi, ou un des cadres de l'entreprise. Tu mets du produit pour crédibiliser, 2-3 outils, tu vois ce que je veux te dire. Et puis on fait une interview, tu m'expliques que c'était pas le cœur du truc, mais il fallait expliquer un peu ce que c'était que ces terrains. C'était un truc sur les règlements de compte. Pourquoi tu te tues? Parce qu'il y a le terrain, donc il fallait voir le terrain. Le mec, il me regarde
comme si j'étais un demeuré. Il me regarde, je le revois comme ça, il a 22 ans avec ses petites lunettes, là, il me regarde, je vois dans son œil qu'il se dit, il est con comme un balai, l'autre. Et il me dit, bah, pourquoi tu veux faire fumer le terrain? Bah, je lui dis, t'es fou, toi, demain, vous avez 6 cartes de CRS, le JGN, tu vas finir à la verticale, à la PJ, enfin, à l'horizontale, et là, le mec me dit, bah non! Ça n'a aucun intérêt, ça nous fait pas de pub. Regarde, je t'ai fait faire une fresque avec un graffeur. Ah, carrément. Ça s'emballe pour que ça soit un peu joli, avec le nom de la cité et tout. Des barjots, pas des barreaux, mais tu vois, ils sont dans un truc marketé. On a le menu, en fait. Il est là. Ah, tu peux nous le détailler? Eh ben, t'as 10 de bons, 32 jaunes, 52 moulas et 300 la plaque. En fait, le 30 et le 50, c'est le même. Hein. C'est du très très bon shit. Le 10, il est bon, mais c'est pas de la frappe, tu vois. Et le mec nous dit, bah alors écoute, pour les interviews des mecs du réseau, viens plutôt à 11h midi, que c'est quand on ouvre. Là, il n'y a pas trop de clients, ils auront le temps de te parler, parce que nous, on voulait faire un peu la tournée des popotes, tu vois, Ouais. le guetteur, le charbonneur, le machin. Puis il dit, après, tu reviens à 16h, parce que là, c'est là où il y a le rush des clients, donc là, tu auras de la belle image, tu verras les colonnes de voitures. Enfin, tu vois, le mec, on aurait pu leur laisser les caméras, les chefs. On revient demain, tu me donneras les rushs, vous faites ça bien, les gars. Tu vois, donc il y a un changement de mental. Donc je sors ce truc, allez, j'essaie de te la finir, je suis un peu long. Non, mais vas-y, attends. Je sors ce truc à la téloche, et les potes de Marseille, qui sont les plus anciens, qui sont dans ce trafic, tout ça, mais qui connaissent donc tous ces gens des quartiers, etc. Et ils m'appellent, ils me disent, putain, faut que tu redescendes. J'en ai un particulier qui traîne beaucoup dans les quartiers. Il m'a dit, putain, il me harcèle pour te parler. J'ai tel réseau à tel endroit, tel réseau. Ils ont vu le truc, ils ont dit, putain, le réseau, il est passé. Il va faire plus 30% de chiffre d'affaires. Je déconne, je ne sais même pas si c'est une incidence commerciale, c'est honteux de le dire, mais je ne sais pas s'il y a une incidence commerciale réelle. Mais en tout cas, eux, dans leur tête, ils se sont dit, et donc j'avais Monsieur Pirard, parce qu'ils sont, j'ai quand même, je pourrais être leur père, hein, aux trois quarts de ces petits jeunes comme tu vois. Et les mecs, je me souviens, le pote, je lui dis, non, c'est bon, je vais te la foutre, je vais pas te faire. Il y avait même un mec qui m'avait fait la blague, tu te souviens de l'émission de Lopez, là, en terrain connu? Oui, oui. Ouais, le mec, il m'avait dit, fais en terrain connu, puisqu'on appelle ça un terrain, l'endroit où on vend en argot de voyous, de trafiquants. Donc c'était en terrain connu, j'aurais pu le faire. Hein. Je te faisais tous les terrains de France, les mecs t'appelaient. Et donc j'en avais, et j'arrivais, le copain, il me disait, bon, écoute, passe au moins leur dire bonjour, parce qu'ils me harcèlent et tout. Donc on avait été en voir 2-3, je me souviens, et j'avais les mecs au garde à vous dans le hall de l'immeuble. Ils m'avaient tous les employés du réseau, le mec venait, Monsieur Pirard, ils sont là, ils sont prêts. Hein. Ça, c'est l'équipe de vente, l'équipe. Je suis complètement allumé, tu vois. J'ai les gars, je vais pas filmer 15 fois le terrain. C'est très gentil, merci à vous d'être venus, tu vois. Donc il y a quand même un changement de mentalité, de paradigme. Enfin, c'est devenu surréaliste. Alors ça, c'est propre à cette criminalité-là, tu vois, qui est les big boss, tu les filmes pas comme ça, tu vois. Ils sont comme moins, voilà, eux, ils ont 15 ans, 16 ans, ils sont comme des fous avec leur réseau. Il y a la cagoule, elle est mal mise, mais on voit à moitié leur tête, mais voilà, t'es là-dedans. Regarde celui le mec qui tuait pour la DZ Mafia, la Matteo, 18 ans, le mec, il allait tuer des gens, il se filmait sur le truc. Enfin, on est quand même passé chez les fous parce que, avec ces réseaux, voilà, on va recruter des gens qui sont pas forcément des voyous très solides et qui sont même pas des voyous et puis qui vont faire des dingueries, comme on dit chez les jeunes, pour pas grand-chose. Voilà. Mais donc voilà, donc t'as après le vrai gros voyou ou beau voyou, comme on dit à la PJ. Oh, celui-là, tu vas pas le filmer comme ça, enfin, tu vois. Et bon, voilà. Les gens qui sont à Dubaï, qui sont à Marrakech, qui sont à Singapour et puis qui tirent les ficelles de tous ces petits mecs sur le terrain, ouais, ceux-là. Ça, c'est plus compliqué. Ils ont toujours la même mentalité qu'à l'ancienne, voilà. Tu vas pas lui dire, hey, mets-toi de Dubaï avec la mer, là, ça va être joli, là, tu vois. Non. Et du coup, avec tous les contacts de voyous que t'as, est-ce que tu crois que la police t'a déjà mis sur écoute? Ah ouais, mais j'y suis allé, j'étais tellement, de toute façon, c'est simple, tu sais, comment j'ai testé le truc, si j'étais sur écoute. Je les insultais tous les matins. Je dis pas rien, mais c'est pour voir. J'appelais un copain. Un copain, il est décédé, Alexandre Sargos, qui était un photographe avec qui je travaillais. J'allais au Japon, les Yakuza, tout ça avec lui. Tous les matins, j'appelais Alex, je disais, pose le combiné. Pose le combiné, c'est pas pour toi. Et puis, je les insultais en les nommant, tu vois. Pour voir. Bah, ça n'a pas loupé. La deuxième fois, ils sont venus me chercher chez moi. Ils ferment la porte du bureau, le commandant. Et là, le mec, il me dit, bon, monsieur Pirard, faudra arrêter de nous insulter. Oui, donc ils ont écouté, à chaque fois qu'en plus, Redouane, il s'évade. J'y ai droit, comme s'il allait venir chez moi, il serait vraiment débile. Tu vois. Donc ouais, j'en avais même chez le fleuriste en face de chez moi qui était caché. Le fleuriste était mon pote. Je le croisais dans la rue, il me disait, ils sont dans la boutique, derrière le ficus, c'est là. Non mais je te jure. Non mais voilà, donc j'ai eu un peu ça, puis après ils ont laissé tomber parce que ils voient bien que voilà, ça c'est du journalisme, c'est de l'information. Du coup, comment tu communiques avec eux? Quand il n'y a rien de craignos sur mon téléphone, hein.
Et sinon, tu as des techniques, alors on va les donner, je l'utilise plus, alors je vais te la donner. À l'époque, j'habitais au métro Parmentier, là, dans le 11e, pour ceux qui connaissent Paris, et je garais mon scoot dans la rue, je garde toujours mon scoot dans la rue. Il me disait, voilà, là, il y a un poteau à côté de ton scooter, là. Les mecs qui vont te donner rendez-vous vont mettre des papiers de couleur, des autocollants de couleur sur le poteau. Voilà. Quand c'est le jaune, c'est lundi 13h, je dis n'importe quoi, porte de Bagnolet au Balto. Si c'est le bleu, c'est mardi 9h du matin, porte d'Aubervilliers au McDo, etc., etc. Voilà. Donc, tu vas, tu prends le papier, tu vas au rencard, t'attends, s'il y a personne, tu t'arraches, t'attends le papier suivant. C'est qu'il y a une merde, qu'on va pas te prévenir, etc. Donc voilà, pour éviter les coups de téléphone, pour éviter les trucs. Et ça marche plutôt bien, hein. Il y en a 1000. Bon, il y a celle-là, tu peux en trouver d'autres qu'on va pas dévoiler aujourd'hui. On va pas tout dévoiler. Mais voilà, il y a des ruses. Mais oui, tu es obligé de prendre certaines précautions. Et en plus, mais tu sais, c'est de plus en plus dur, ces histoires-là, parce que pour protéger les sources aujourd'hui, avec les technologies policières et tout, c'est un enfer. Ouais. C'est-à-dire que ton téléphone, il va borner. Ton téléphone borné, ils vont le coupler avec la vidéosurveillance. Ils vont donc toi, tu crois que, je sais pas, tu veux aller acheter une carte téléphonique à tel endroit, ils vont retrouver le kiosque où tu l'as acheté avec le numéro, il y a une caméra qui est en face, ils vont voir qui l'a acheté. Tu vois, t'as intérêt de penser, je te dis ça n'importe quoi, mais à 1000 trucs parce que tu peux te faire griller. Maintenant, c'est tellement une toile d'araignée technologique que c'est très très chaud et que il faut faire un peu à la sicilienne, tu vois, le petit bout de papier, quoi. Faut revenir à l'ancienne, quoi. Ouais. Voilà, d'où mes histoires d'autocollants, etc. Les pigeons voyageurs, t'as essayé ou pas? Pas encore, mais je pourrais, la colombophilie, je fais m'y mettre. Mais moi, j'ai des gens, les 3/4, je me déplace. Par exemple, mais pour un truc, des fois, je prends le train, je vais à Marseille, le gars, il m'attend au bout du quai. Je parle 10 minutes, je reprends le train. Voilà. Parce que le type, je vais pas lui parler au téléphone, c'est mort. Donc, si je veux filmer un truc, c'est pour ça que c'est souvent long. Ce mec qui va me dire, ouais, tu crois qu'on pourrait filmer, je sais pas quoi, un mec qui aurait 2 calaches dans sa cave? Ouais, sauf que je vais pas téléphoner au mec, oh, elles sont là les guitares, tu crois que tu... Non, donc je descends voir le mec, et puis je vais pas y passer non plus 2 heures, donc il y a pas besoin de se voir, voilà, on se voit 5 minutes, tu m'attends quai numéro 15, je suis au bout, le poteau il est là, tac tac, je dis voilà, je voudrais descendre, quand je peux, viens mardi, il y aura les machins, et je viens avec mon cadreur, on fait la séquence, et on s'en va, on peut pas savoir où c'est, et voilà. Et donc, en 30 ans de carrière, tu as développé des contacts avec plein de voyous et aussi des voyous de l'étranger. Et on a retrouvé une photo de toi avec un chef yakuza, la mafia japonaise. Moi, j'étudie les voyous de chez nous. Et puis, il y a un moment, évidemment, ça m'intrigue ce qui se passe ailleurs. Il vaut mieux aller regarder Tokyo que le 93, toi, c'est plus sympa. Non, je déconne, mais même si j'en suis du 93, donc pas de... Mais... Donc oui, j'ai dans et puis c'est une mafia qui est intéressante parce que c'est une des rares mafias qui a pignon sur rue. Les yakuza, c'est difficilement explicable. Bon, peu importe, c'est dû au pragmatisme japonais où ils considèrent que le mal étant ce que je viens de raconter étant inhérent à chaque société. Et de toute façon, vaut mieux le contrôler, le connaître, plutôt que ça soit anarchique dans une jungle et voilà et incontrôlable. Donc ils ont laissé prospérer ce truc dans une forme de contrat social avec l'État où on laisse. Bon, j'y suis allé. Au doigt mouillé, hein. Moi, je connais personne au Japon, tu vois, à part aller manger des sushis rue Sainte-Anne, c'était à peu près ma seule connaissance de l'archipel. D'abord, j'ai vu qu'ils avaient des programmes pour sortir de la mafia, tu vois. Alors, c'est pas des repentis, parce que le repenti, ça induit que tu balances, c'est comme en Italie. Là, il balance pas, il dit juste « Je quitte la mafia, je déclare sur l'honneur, c'est la japonaise. » Et puis un jour, je vois un magazine au Japon, Jitsu Ajidai, l'histoire de l'époque vraie, c'est du japonais, je parle pas japonais, et c'est Mafia Magazine. Et je décide d'aller interviewer... Mafia Magazine. Ouais, c'est Mafia Magazine. C'est-à-dire que dedans, c'est surréaliste, t'as les sorties de prison, les rentrées de prison, les nominations, les matchs, c'est surréaliste. T'as même des mangas qui racontent la vie des grands boss, tu vois, bon. Et je vais interviewer le mec. Et le rédacteur en chef. Ouais, le rédacteur en chef, je vais dans la rédac, tu vois. Et le mec, il reçoit un coup de téléphone, le rédacteur, puis je vois bien, il se met même debout au téléphone, tellement il est flippé. Il est debout, puis il salue, il salue l'appareil. Tu vois, et puis il revient, et tout fébrile, il nous dit,
Le big boss, l'étoile montante, je me souviens, l'étoile montante de la mafia va passer nous voir parce qu'il est pas content de ce magazine, il est dans le quartier, on le connaît pas, mais je dis, bah, on se casse pas, c'est quoi l'histoire? Je croyais qu'il nous disait ça pour qu'on s'en aille, tu vois. Il dit, non, je lui ai dit qu'il y avait des journalistes français, il a dit qu'ils m'attendent. Bah, en fait, t'as eu un coup de chance, un coup de bol. Voilà. Donc, voilà. Et moi, je suis tatoué en truc japonais, ça se voit pas, mais voilà, je suis tatoué en truc, j'ai un costume japonais, moi. Elle te peut nous montrer quoi? Bon. Ouais, j'en ai partout, j'en ai là, partout, ça. Et je suis en t-shirt pour une fois. Et donc lui, il rentre là-dedans. Oh, je vois le mec arriver, espèce de mec à 1m80, machin. C'est pas le petit japonais, il est nippo-coréen, une espèce de grand mec d'1m80, costard en lin, machin. Et puis le secret de service de Donald Trump, c'est les mecs avec les oreillettes, qui est les gardes du corps et tout. Enfin bon. Et puis le mec rentre, il voit les tatouages japonais. Il me dit, ah, Irezumi, ça veut dire en japonais. Irezumi, il me dit French Yakuza, French. Non, monsieur. Tatouage magazine. Et donc voilà. Et donc il y a le gars, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi je connaissais l'organisation parce que je potassais mes trucs avant, j'ai des rapports américains, des machins, enfin je me prends la tête. Et donc le gars, il me dit ouais, je dis oui, c'est Nagawakai, votre organisation. Tout le mec me regarde, d'où il sort, etc. Puis je lui donne des noms de trucs, des machins, bon, des histoires de yakuza, tu vois. Et donc ça l'amusait, voilà comment aussi ça accroche. Si j'étais arrivé en lui disant et c'est quoi? Vous êtes où à Inagawaka? Il m'aurait même pas parlé. Si tu t'intéresses au Yakuza, tu connais pas ça sert à rien d'y aller. Et donc voilà, et donc c'est comme ça que je l'ai connu. Et ce type, on discute, et il fait partie des 1% de catholiques japonais. Et d'un seul coup, il me dit, il s'arrête comme ça, il me regarde, il me dit, c'est la destinée. C'est Dieu qui a provoqué cette rencontre. On est liés à vie, toi et moi. Bon, ouais, bah, sur le moment, j'étais moyennement sûr du pacte d'amitié, si tu vois. Je me suis dit, oui, bah, écoute, charmé, enchanté, cher Masatoshi, tu vois. Et en fait, je suis devenu, alors n'y voyons pas de trucs, je suis devenu petit frère. Mais voilà, donc ce japonais, c'est comme ça. Et puis, donc on a fait des boulots avec lui, au début des interviews, dans le Figaro Magazine, je crois la première était dans le Figaro Magazine, avec les photos, et puis il a jugé que c'était honnête. Voilà, quand je lui ai envoyé le magazine, je lisais le truc. Il a dit, vous avez été honnête, il n'y a pas de conneries dans ce truc et tout. Revenez, et je vous en montrerai un peu plus. C'est le boss de Tokyo, le mec. Alors, ils sont, je sais pas combien de milliers dans son organisation. Son organisation, pour la trouver, elle s'appelle Inagawakai. C'est une énorme pyramide. Ils sont plusieurs milliers de soldats là-dedans et tout. C'est du très, 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 très lourd. Hein. Lui, c'est un des plus gros mafia boss au monde. Il est en liste rouge aux États-Unis. Ils sont 10 grillés aux États-Unis qui n'ont pas le droit de rentrer. Il en fait partie. Bon, voilà, c'est du très, très, très lourd. Et puis là, bah, évidemment. Puis après, bah, on a vécu dans ce truc. Ils ont des immeubles, il y a des dortoirs avec les mecs et tout. Et bon, bah, nous, on est resté en bonded dans le truc pendant 15 ans, tu vois. Donc, puis après, ils nous ont emmené voir ses copains d'autres villes, d'autres organisations, d'autres parrains, d'autres, voilà. Moi, ce type-là, on est devenus copains comme cochons le jour où il est venu à Paris. Il l'avait invité à Paris je me fais de l'argent sur son dos, hein. J'ai fait 1000 interviews, des trucs. Donc un jour, je dis, écoute, je gagne de l'argent sur ton dos, j'aimerais pas que tu me le reproches un jour. Viens, je t'invite t'es jamais venu en Europe, je t'invite à Paris. Je préviens la police, hein. On va aller voir le château de Versailles et les écuries de Chantilly, y a pas de problème, hein. On fait pas de business. Et quand il vient, on a été manger chez mes parents, tu vois, à l'époque. Un petit pavillon en banlieue, bon. C'est des gens, ils ont tellement peu l'habitude de ce naturel que le mec, 20 ans après, il t'en parle encore et les larmes aux yeux, tu vois. Quand jamais, mon père en plus est décédé depuis, ça là il fait marrer, parce que mon père était un peu folklore, tu vois, donc il sortait des conneries, voilà, puis ça il me tapait dans le dos, genre le mec, au Japon, personne même ne lui serre la main, ou tu vois, ne se permet de, voilà. Donc quand il se retrouve dans ce truc, bah forcément, il y a une confiance qui s'installe, et moi, si je lui demande des choses dans la sphère asiatique pour aller tourner, je sais pas, le trafic de cornes de rhino au Vietnam, ou le machin, ou je te dis n'importe quoi, hein, ça pourrait être ça, comme ça pourrait être je sais pas quoi, bah tu peux demander, ça marche pas, mais en tout cas, voilà, il va être plus prompt à te rendre service, parce que quand ces gens-là, ils se rendent service, c'est compliqué. Et c'est un monde où tu te tues très facilement. Donc moi, quand je lui dis, est-ce que tu peux me trouver ça, lui, il engage vis-à-vis, si moi je déconne, c'est lui qui meurt. C'est comme ça que ça se passe. Le voyou, il va pas aller me tirer dessus, moi. Hein. Je suis un blaireau de la télé.
En revanche, le mec qui lui a présenté, c'est lui la caution. Et puis bon, bah voilà, maintenant on est copains pour la vie. Alors des fois, moi je fais des impairs, hein, lui il a du mal. Autant les autres voyous de tous les autres pays, ils sont un peu comme nous, tu vois. Un peu latin, un peu, bon, c'est un peu... Ah lui, tu lui fais... À la japonaise, moi j'en ai fait 1000, hein. Je me demande encore comment il va pas couper tous les doigts, décapiter entièrement. J'ai fait des plans, voilà, mais bon, c'est pas grave. Genre, tu lui as fait la bise ou des trucs comme ça? Ouais, alors ça, je lui fais plus. Ça, c'était ma mère qui lui faisait la bise. À chaque Ouais, fois, mais il ça, était non, comme ça. À chaque fois, ouais. mon père, il mettait des tartes dans le dos en rigolant et ma mère lui faisait la bise, tu vois. Donc comme du bon pain. Alors que le mec, il avait un peu des problèmes. Il était un peu angoissé sur le Ouais, moment, c'est- mais après, voilà, il a bien aimé. Oui, parce Pendant que un c'est moment. très codifié. Ouais, et il me dit, machin, je devais, moi, payer l'anniversaire. Il m'avait rendu service sur un truc. Je dis, je paierai le resto pour l'anniversaire de ta femme. Enfin, me mets pas 100 000 €, t'es gentil. Tu vois, parce qu'il me rendait service gracieusement en Asie, un peu partout, en Corée, en machin, sur des trucs et tout. Il se mouillait, ce qu'on disait tout à l'heure, avec d'autres boss et tout ça. Donc, je lui dis, bah écoute, c'est l'anniversaire de ta femme, je vous invite au resto, machin. Et ce jour-là, j'avais oublié la carte bleue, tu vois, machin, etc. Donc, il a dû payer, tu vois. Donc, il part, il croyait que j'avais payé. Moi, j'avais pas payé. Il me voit, j'étais aux toilettes. Quand je suis revenu, il s'est dit, il a été payé. Puis moi, j'oublie, je mets mon blouson, je sors du resto, et lui, ils l'ont rattrapé, tu vois. Genre, ça n'a pas été payé. Le mec, truc étoilé, perte de visage, bon, tu vois. Donc, il m'aime bien, je te le dis tout de suite, Ouais. parce que j'en ai fait 2-3 des comme ça. Bon, on s'en fout, ça n'est rien, mais c'est des mecs qui sont hyper à cheval sur tout. Alors déjà, le voyou, en règle générale, bon, il faut quand même être carré. Les Japonais. Ce que tu fais, bah alors le voyou japonais, Ah non, là, c'est le top. il est prise de tête. Non, mais faut quand même, c'est très prise de tête. Mais donc voilà, mais ça le fait marrer en même temps. Quand il venait, voilà, en France, tu vois, il est content, il vient tout seul. Au début, il venait avec les gardes du corps, la traductrice. Je dis, mec, tu vois, Ah, c'est bon. c'est relou à Paris, tu vois, bon. Donc maintenant, il vient tout seul avec son petit survêt, il est content. Un jour, il est venu, il m'a dit, où est-ce que je peux acheter des trucs comme ils ont là, des survêts? Des survêtements, ah, il adore. Avec la sacoche. Ah, mais non. Donc il a les survêtements avec la sacoche. Ah, ouais, ça. Bon, on peut avoir. Mais des histoires avec lui, j'en ai plein. Il y a des mecs qui l'ont volé. Il s'est fait cambrioler ses affaires ici. On a été retrouver les voyous. C'était des histoires à dormir Ah debout. ouais. Il avait cambriolé sa chambre d'hôtel sans savoir qui c'était. Les mecs étaient persuadés que c'était l'hôtelier qui l'avait volé, tu vois. Il y en avait pour de l'argent, hein. Il vient, il y a de la baguerie, il y avait 40 000 € en liquide, il y avait tout ce que tu veux. Il s'est tout fait voler dans un 5 étoiles en plein cœur de Paris. Le mec m'a dit, c'est l'hôtelier. J'ai dit, non, c'est pas l'hôtelier qui t'a volé. C'est des rats d'hôtel, comme on appelle ça. Mais là-bas, au Japon, ils ont pas ça, des mecs qui volent et tout ça. Bah Donc, ouais. lui, il comprenait pas. Il m'a dit, mais c'est lui. Et il est parti, et je suis parti avec lui à Londres pour aller voir des Chinois, tu vois, qui avaient des casinos à Londres et tout. On va voir les mecs. J'ai dit, on va voir les Chinois. Parce qu'il m'a dit, prends-moi 2 Eurostars avec toi. On va aller dimanche voir des amis chinois. Moi, j'arrive au casino. Le mec me donne des plaques. Il va jouer là-bas. Je vais discuter, dégage, toi, des gens, dégage, toi, Ouais, le blaireau. dégage. Donne-lui 3 plaques de 200 balles. Et puis voilà, j'ai joué avec mon truc. Puis en repartant dans le train, il me dit rien. Je dis, ça a été ton rendez-vous avec tes amis et tout ça. Il me dit, oh. On est rentré, puis après, à l'arrivée à la gare du Nord, il me dit, ouais, c'est bon, ils vont les niquer l'hôtelier, tu vois. Je dis, pardon? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Alors ça va pas être possible, hein. Ça va pas être possible. Donc je lui ai expliqué en long et en large qu'il ne fallait pas faire de mal à ce pauvre hôtelier. Et il m'en a remercié puisqu'ils ont trouvé ces voleurs 2 ans après. La police française est efficace et il est venu au tribunal. Alors, ça a déclenché d'autres histoires puisque les voleurs étaient identifiés. Aïe. Et une petite amende. Mais c'est là que j'ai réussi à lui démontrer que l'hôtelier était innocent surtout. Voilà, j'ai dit, voilà pourquoi il fallait m'écouter. Donc voilà, donc j'ai fait des choses bien dans bien, ma c'est vie, j'ai bien, sauvé ouais. des gens. Non, mais voilà, tu vois, donc évidemment, ils ont des réflexes qui sont pas les mêmes tout à fait que les nôtres, tu vois. Est-ce que tu as déjà hésité à basculer de l'autre côté, vu que tu es entouré que de voyous qui gagnent beaucoup d'argent? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas justement basculé du côté voyou? Bon, alors déjà, le mythe du voyou, ça n'existe pas. T'as la solidarité, les voyous, on se fait des hugs, le machin, sans la testostérone, on est tous des poteaux et les amigos et je sais pas quoi. Alors, ça t'oublie. C'est un monde de trahison, un monde crasseux, un monde anxiogène, un monde dangereux, de plus en plus d'ailleurs, où on se tue pour rien et qui sont de plus en plus cons, donc c'est là où ça devient vraiment dangereux. Dans le temps, ouais, chez les vieux voyous, des vieilles équipes et tout ça, t'en trouvais, même s'il y avait beaucoup de balances, de trucs, etc. Il y avait encore une espèce de mentalité du film noir, tu vois, un peu la Gabin, l'Aventura. Bon, il y avait des gens qui correspondaient à ça, en tout cas, c'était peut-être que 10% du milieu, mais t'en trouvais encore. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins, même dans les gens de quartier, on oppose toujours le Corse et puis le mec de cité en disant non,
Et plein de Corses balancent, hein, comme partout, et il y a plein de mecs de cité qui tiennent la route, enfin, entre guillemets, je parle d'histoire de voyous. Hein. Ouais, globalement, ils ont une vie de merde. T'as jamais hésité Non, à moi, basculer? je le voyais dans l'œil des autres, moi. Tiens, quand je fais mes trucs, je vois bien qu'ils me prennent pour un débile. Non, mais dans le sens où ils ont presque de la peine. C'est pas très bien payé, journaliste, on le sait. Non. Donc, quand je fais mes trucs, avec d'autant plus quand même un petit peu de risque de trucs, les mecs, ils me regardent, je fais, mais non, mais combien tu touches? Alors, je leur dis, tu vois. D'ailleurs, Mais vas-y, dis. poignée de cerises. Non, mais moi, je gagne que dalle. Quand je fais ces trucs-là, je gagne 15 000 balles, 20 000 balles. C'est-à-dire que dalle. Ça me prend un an. C'est même pas le torrent. Vaut mieux que j'aille vendre des poireaux à la sortie du métro. Je gagnerais mieux ma vie, je vous dis tout de suite. Donc, je le fais pas pour ça. Moi, je le fais parce que ça me fait marrer. Mais ça, ils comprennent pas. Il est débile. Il va y prendre une tonne de shit sur un bateau. En quoi ça le fait rire, tu vois. Ouais. Il va prendre des années de prison, ou prendre un mauvais coup, tu vois, ou couler que le truc. Enfin, mais moi, ça m'amuse. Donc il y a cet argument, mais il y a ça aussi qui l'emporte. Quand les mecs me font confiance et qu'ils se disent le mec le fait même pas pour l'argent, donc il est vraiment con comme un balai, tu vois. C'est-à-dire il y a rien pour, il y a pas d'argument normalement valable pour faire ça. Alors des fois je me dis effectivement j'aurais mieux fait de changer, non je déconne, de changer de profession, mais évidemment que tu pourrais te tenter. Tu pourrais te tenter. Je veux des mecs qui vendent de la coke, j'en connais 50, des mecs qui vendent des shit, des mecs qui vendent des armes, des mecs qui font des escroqueries au carbone, des mecs qui donc tout le monde me regarde un peu comme un demeuré souvent, tu vois, en disant il a choisi d'être pauvre. C'est beau, on peut plus prendre l'abbé Pierre comme référence aujourd'hui, mais c'est beau. Il a une espèce d'abnégation. Il a une espèce d'abnégation. Bravo, tu vois. Mais bah oui, c'est vrai, parce que je gagne pas une thune, je me fais quand même schmire. C'est-à-dire que quand tu vas voir une chaîne de télé, à Canal, moi je vends le truc, mais je l'ai pas encore fait. Quand je suis allé voir Canal et que je leur dis, les gars. Je vais traverser la Méditerranée sur ma gomme. Oui, je fais le malin, mais une fois que je suis sorti du bureau, je vais voir un mec, je dis, alors la gomme, bah non, c'est impossible à faire. Eh merde, et 1, 2, et 3, et au bout de 6 mois, j'ai des nœuds au ventre. J'ai pas des nœuds au ventre de me retrouver sur la gomme. Moi, j'ai des nœuds de pas monter dessus, tu vois, en me disant, oh putain, je fais comment maintenant? J'ai tourné une partie du truc, la prod a engagé de l'argent. Si je les plante là, j'ai plus qu'à aller me faire un food truck, tu vois. Mais qu'est-ce qui t'a retenu justement? Parce que j'imagine qu'ils ont beaucoup d'argent, qu'ils ont beaucoup de pouvoir, tu les connais tous. Ma mère. mais non, je sais, mais parce que moi je suis un garçon honnête. Je m'en fous de l'argent. Foncièrement honnête, je me fous de l'argent. Donc, je sais pas. Non, mais parce que ouais, c'est pas mon truc. Sinon, j'aurais fait le voyou avant. Enfin, tu vois, maintenant, je vais pas le faire à mon âge. J'aurais me faire gauler à 60 ans avec mes gosses qui me regarderaient au parloir en disant, t'es vraiment. Non, t'as qu'à faire, va le faire avant. Non. Mais effectivement, j'aurais pu le faire. Hein. J'ai à peu près tout. Tu vois, j'ai à peu près tout. Je connais même les flics que je pourrais les corrompre. Non, je déconne. Mais... Je suis sûr que ça va en plus. Bah oui, je connais des policiers, donc je pourrais, tu vois, même tenter le truc, tu vois. Bon, je pense qu'ils me jetteraient, mais non, mais voilà. Donc, après, tu sais, c'est une sale vie. Ouais, tu disais qu'en fait, ils ont une vie de merde, c'est ça? Non, mais si tu veux vraiment le truc. C'est quoi leur vie? C'est même pas moral, c'est que c'est une sale vie, en fait. T'as de l'argent, déjà, tu te fais chier pour le dépenser. Il faut le blanchir, il faut le machin. Donc, moi, j'en ai, hein. Ils venaient chez moi, ils étaient 10 fois plus riches que moi. C'est des mecs qui faisaient des fourgons, il y a 20 ans, tu vois. Et un jour, je me souviens, j'habitais rue Oberkampf, il y avait un appart pas mal, tu vois. Et les mecs viennent, ils ont des millions, tu vois. Et les mecs me disent, ah putain, t'as quand même un appart. Et puis je voyais qu'ils me regardaient un peu envieux. Je dis, oh les gars, vous êtes 10 fois plus riches que moi, qu'est-ce que t'es? Il dit, ouais, mais toi, tu peux l'acheter. Moi, si j'achète ça, même si je le blanchis, forcément, les mecs vont dire, qu'est-ce qu'il fait là? On le connaît, lui. Non, c'est des vies crapoteuses, crasseuses. Puis intellectuellement, t'en retires quoi, tu vois. Alors ok, ouais, t'as une Ferrari, mais enfin bon, t'as pas des discussions très approfondies, hein. Moi, il y a des fois... Alors moi, j'ai choisi, tu vois, mais sinon, tu peux vivre, c'est quand même le nivellement par le bas, hein, vite fait. Puis ça parle que de ça, de toute façon. Ça parle d'histoire de voyous, ça parle de trafic, ça parle pas de... Tu vois, de la Renaissance et de Quattrocento italien, hein. On n'est pas là-dedans, hein, tu vois. On est plutôt au prix du machin, et tu vas voir les Indiens en Colombie, et les machins, et schrac, et on va fumer l'autre. C'est une vie de merde, parce qu'en fait, il y a quand même la prison, hein. Je veux dire, c'est dangereux, tu flippes de que ta porte tous les jours, elle soit pétée à 6h du matin et de partir à l'horizontale entre 4 mecs de la BRI, finir au placard, etc., etc. Donc, ton argent, t'en profites même pas vraiment, tu vois. Tes gosses, tu vas pas les voir grandir, ta gonzesse, au bout d'un moment, aller faire des parloirs pendant des années, elle va se barrer. Enfin, tu vois, à la fin, même ta pauvre mère, elle va pleurer pendant 20 ans, tu crois que t'as choisi ta vie? Non, t'emmènes tout le monde dans ces histoires-là. C'est moche, tu vois. T'emmènes tout le monde, t'emmènes ta famille, t'emmènes ta mère que tu vas faire pleurer, ta femme, tes gosses. Si tu veux faire le voyou, faut être orphelin. Non, mais vraiment, à ce moment-là, ouais, c'est pas de l'égoïste. T'es tout seul, t'as pas de famille ou t'as coupé les ponts, t'as choisi de pas te marier, pas d'avoir d'enfants. Voilà, les 3/4 des gros voyous que moi je connais, ils ont pas de vie de famille.
Mec, il a fait un trait dessus. Parce que si t'es un voyou, faut pouvoir partir demain matin à 6 heures, pas avoir d'appart, bouger, etc. Voilà. Donc, c'est pas très beau. C'est pas, moi, ça m'intéresse, mais c'est pas, voilà. T'es pas dans les films, c'est pas Ocean Eleven. Ils ont pas tous la tête de Brad Pitt et de George Clooney. Ils ont plutôt des gueules comme ça. Puis ils vont t'égorger pour prendre ta part. Hein. C'est plutôt ça l'histoire. Donc, ça donne pas envie. Donc, les jeunes, faites journaliste. Vous serez pauvres, mais. Mais heureux. Mais heureux, c'est-à-dire. Vraiment, merci C'est moi qui te beaucoup pour remercie, cette Esther. interview. Merci. Et on serait heureux de te revoir une autre fois, si tu veux. Avec Parce que grand, je sens que- plaisir. Je sens qu'on pourrait On a, voilà, raconter encore on a plein ouvert un d'autres petit peu histoires. la porte, mais voilà. Ouais, Là, ouais. c'est un tout petit tiroir, j'ai l'impression. 30 ans. 30 ans d'histoire. 30 ans. 30 ans d'histoire, donc si tu veux. C'était bien, ça a été. Merci à vous tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Un grand merci à toute l'équipe de Press Room qui travaille en coulisses. Nous sommes un média indépendant, donc si vous voulez nous soutenir, vous trouverez un lien Tipeee en description et surtout pensez à vous abonner. À bientôt sur Press Room.